Dans notre imaginaire ici en Bretagne, nous sommes les glorieux peuples celtes qui avons tenu tête à l'envahisseur romain dirigé par le fameux Jules César. Mais d'abord, c'est qui les peuples celtes? C'est qui l'envahisseur romain? Et c'est quoi l'armorique à cette époque? Je vous raconte la vraie invasion romaine en Bretagne armoricaine, cité légende Bretagne. Bonjour! Il existe sur la région Bretagne, comme partout ailleurs en France, nombre de vestiges qui témoignent de la présence des Romains. Je vous emmenais voir d'ailleurs par exemple le site des thermes gallo-romains du Haut-Golo à Plestin-les-Grèves cet été. Les thermes sont en effet très connus, mais il existe aussi nombre de villas, de forums, de sanctuaires, de temples et des artefacts de toutes sortes disséminés dans toute la région, dans tout le pays aussi. D'ores et déjà et de fait, on sait que la Bretagne a été occupée par l'envahisseur romain, et ça entache déjà un petit peu l'image du valeureux breton qui lui tient tête. Mais alors, manquait-il de potions magiques? Se sont-ils laissés envahir sans rien dire? Non, le peuple armoricain s'est battu corps et âme pour protéger ses terres, et s'ils sont devenus gallo-romains, ce n'est pas à cause de la faiblesse de leurs forces armées, non, c'est à cause du vent. Et oui, du vent. C'est à cause du vent. Oui, les Bretons ont perdu face aux Romains parce qu'à un moment donné de la bataille, le vent n'a plus soufflé. Bon, je vais vous raconter tout ça, mais avant tout, nous allons remettre du contexte et des termes adéquats. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Bretons ne sont pas encore les Bretons, loin de là, ils sont Gaulois, appartenant à la Gaule donc. Et ils vivent dans une région qui s'appelle Armorica, qui est un mot gaulois qui veut dire ceux qui habitent devant la mer, qui deviendra plus tard l'Armorique. Et cette région, Armorica, est divisée elle-même en plusieurs chefferies. Le territoire des Ocymes qui correspond à peu près au Finistère, le territoire des Coriozolites qui correspond à peu près aux Côtes d'Armor, le territoire des Vénètes au Morbihan, le territoire des Riedones en Ille-et-Vilaine, et puis aussi il y a les Namnettes en Loire-Atlantique, les Ambilates et les Pictons au sud de la Loire. Attention les Pictons! Collabo cela. Des tribus comme ça, il y en a sur toute la Gaule, et en armorique, ça va depuis la Seine jusqu'à la Loire, car oui, l'Armorica est une région qui est beaucoup plus étendue que la Bretagne actuelle. C'est une région qui fait partie de la Gaule, les Armoricains sont donc gaulois. Les Armoricains, ils ne sont pas celtes à cette époque? Si, ils sont celtes. Mais tu viens de dire qu'ils sont gaulois. Oui, ils sont gaulois. Non mais je pige rien. Les Gaulois sont celtes. Attends, je t'explique vite fait, tu vas voir, c'est simple. Je ne vais pas vous parler des premières vagues migratoires datant du néolithique et provenant de l'Asie centrale. Rendez-vous en moins 275 avant Jésus-Christ. 3e siècle avant notre ère. En Europe centrale, vers l'Autriche actuelle, se trouve un peuple qui vit à Hallstatt et l'Athènes. Ce peuple, c'est les Celtes originels. Ce peuple celte en moins 275 se déploie jusqu'en Europe de l'Ouest et atteigne les actuels Royaume-Uni, Irlande, Écosse, Pays de Galles, une partie de l'Espagne, de l'Allemagne et s'étendent même jusqu'en mer Noire, plus à l'est. Un peuple celte a vécu en Turquie, c'est fou. Donc les Celtes, ce n'est pas un territoire, c'est un peuple qui s'étend sur un très grand territoire européen, propageant ses cultures, ses cultes et ses savoir-faire. En actuelle France, les peuples sont celtiques, et toutes ces tribus celtiques possèdent 2 autorités. Un roi pour la guerre et un druide pour la partie spirituelle, mais aussi pour faire respecter les lois, les coutumes. Le druide est aussi consulté pour se soigner, demander conseil, c'est le patriarche de la chefferie. Le druide n'est donc pas une spécialité bretonne, bien qu'il ait pour origine la Bretagne insulaire, mais c'est une autre histoire, retenez qu'on en trouve partout en Gaule. Toutes ces tribus celtes en Gaule possèdent une capitale fortifiée que l'on appelle un oppidum. Les peuples gaulois sont celtes et ils appartiennent tous à différentes tribus qui se font toute la guerre comme des petits barbares. Et ils ne sont pas encore au courant qu'ils sont gaulois parce que c'est pas eux qui ont choisi ce nom. Non, ce sont les Romains et autres auteurs latins qui, depuis moins 168 avant Jésus-Christ, ont choisi ce nom pour désigner les Celtes de la Gaule.
de cette partie-là de l'Europe en tout cas. C'est attesté par des écrits, mais on suppose que les Romains appelaient les peuples celtes de cette partie de l'Europe les Gaulois depuis bien avant, peut-être même depuis 5 siècles avant Jésus-Christ. Et les Romains situent géographiquement la Gaule à partir du Rhin jusqu'à la côte ouest. Parce que avant le Rhin, les peuples celtes se transforment, se muent peu à peu en peuples germains. Donc tout le territoire de l'ouest à partir du Rhin, c'est la Gaule du point de vue des Romains. On peut ajouter que ces tribus gauloises parlent toutes un dialecte différent, mais compréhensibles les unes des autres, car elles sont toutes en provenance des Celtes de l'Europe centrale. Alors comme tous ces dialectes se ressemblent, hein, les Romains, ils s'embêtent pas, hein, ils appellent ça le gaulois. Voilà. Donc les Celtes d'Europe de l'Ouest, eux, ils sont gaulois, ils parlent gaulois, mais ils ne le savent pas. Hein. Eux, ils s'occupent d'appartenir à une chefferie locale qui s'occupera de faire la guerre à sa voisine, hein, comme de bons petits barbares. Alors, est-ce que ça fait d'eux des êtres complètement débiles, sales et désorganisés? Non. Les Gaulois sont des gens intelligents, propres et très bien organisés. Je ne vais pas développer ici la vie des Gaulois parce que ce serait trop long, mais voici les grandes lignes. Les Gaulois sont des gens qui se rasent, qui ont une très bonne hygiène. Ils sont créatifs, très doués pour la fabrication d'outils, de bijoux et d'armes, et ils performent particulièrement dans les domaines agricoles. Ils savent raser les forêts, en exploiter le bois et créer des champs dans lesquels ils savent labourer, semer et récolter des produits de qualité, souvent du blé ou autres céréales, dans de grandes parcelles d'exploitation. À l'agriculture en France, c'est pas une compétence qui date d'hier, hein. En armorique, les peuples locaux ont tous cette compétence agricole, mais en plus, ils ont une spécialité, c'est le fer, le bronze et l'étain qu'ils façonnent d'une main de maître. Et tout ça, les Romains apprécient beaucoup, hein. Le commerce va bon train entre les Celtes et les Latins, jusqu'au jour où un certain Jules César décide d'envahir la Gaule. Moins 390 avant Jésus, Rome est une république qui est toute petite, qui fait seulement quelques petits hectares, mais elle a de grandes ambitions. Jusqu'en moins 125, Rome conquiert toute l'Italie du Sud, mais aussi une première partie de la Gaule, la Gallia Togata, qui veut dire la Gaule en toge, qu'on appelle aussi la Gaule cisalpine. Puis elle conquiert une partie de l'Espagne, de l'Afrique du Nord, les îles méditerranéennes, la côte adriatique et la Grèce. En moins 125, Rome contrôle quasiment toute la côte méditerranéenne. Il ne lui manque plus que la côte sud de la Gaule pour avoir la main mise sur l'entièreté de la Méditerranée. Et ça tombe bien, une opportunité va s'offrir aux Romains et ils ne vont pas la laisser passer. Comme je vous le disais tout à l'heure, les tribus celtiques se font toute la guerre avec leurs voisines d'à côté pour espérer étendre son territoire, mais elles sont tellement nombreuses que ça ne marche quasiment jamais, voire pas du tout, jamais. Mais Marseille est un allié de Rome. Et Marseille subit des attaques et des pressions de par les territoires alentours. Et qu'est-ce que fait Marseille? Marseille demande de l'aide à Rome. Parce que quand même, ils en ont marre, ils voudraient retrouver leur tranquillité, quoi. Rome s'en mêle donc, hein, pas de problème, hein, à la demande de Marseille. Ils mettent de l'ordre dans tout ça et en profitent pour se mettre dans la poche une deuxième partie de la Gaule. Il s'agit de la Gallia Brogata, la Gaule des gens qui portent des braies. On l'appelle aussi la Gaule transalpine. Le reste de la Gaule n'est pas encore romaine, il s'agit de la Gallia Comata, la Gaule des gens chevelus. Voilà, dont fait partie l'Armorique. Et tout à coup, à partir de moins 58, un certain Jules César prend la décision de conquérir cette Gaule Comata. Et qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là? C'est quoi cette lubie? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Mais je vais vous le dire. En moins 58, Rome est une république, hein, dont le territoire est bien plus étendu qu'au départ, n'est-ce pas? Et est dirigée par l'élite des nobles qu'on appelle le Sénat. Dirigée par des sénateurs, donc. Et cette république s'étend tellement, le territoire est tellement vaste qu'un certain Jules César ambitionne de prendre la tête du Sénat et donc du territoire romain. Mais il n'est pas le seul à avoir cette ambition démesurée. Jules César a un ennemi juré du nom de Pompée. Et Pompée, il a la même idée que lui, hein. Ils ont la même idée tous les deux. Ils visent un trône qui n'existe pas encore.
Pompée est un chef militaire très brillant qui gagne des territoires pour Rome. Il est connu notamment pour son combat contre Spartacus. Il assoit son autorité sur la partie est du territoire romain et brigue la direction totale de toutes les terres conquises. César, lui, est un chef militaire brillant lui aussi, mais moins connu que son ennemi Pompée. Et il lui faut un fait d'armes remarquable pour monter sur un trône qui n'existe pas encore, mais dont il rêve secrètement. Un jour, une opportunité s'offre à lui. Le consul de la province romaine de la Gaule transalpine meurt et César est nommé pour prendre sa place. Il y voit l'opportunité d'un fait d'armes remarquable, la conquête de la totalité de la Gaule. S'il réussit son coup, sa popularité surplombera celle de son ennemi Pompée et il pourra espérer revenir à Rome pour asseoir une autorité de souverain. Et les planètes s'alignent pour lui car au même moment, les Germains commencent à faire pression sur la Gaule depuis l'Est pour elle aussi conquérir de nouveaux territoires. César saisit cette opportunité et s'impose comme libérateur des tribus gauloises en repoussant l'ennemi germain. Et il en profite pour faire des tribus gauloises sauvées un territoire romain. Et c'est plutôt facile au départ pour lui, car les peuples celtes sont contents de voir les Germains ainsi repoussés. Et puis les rapports commerciaux entre Rome et la Gaule sont une richesse qui plaît beaucoup aux Gaulois. Certaines tribus donc n'opposent pas de résistance. Mais d'autres, si, d'autres tribus celtes opposent une résistance féroce face à l'envahisseur romain. Et qui par exemple ? Les Armoricains. 2 batailles auront lieu pour repousser l'envahisseur, l'une d'elles n'est pas très connue, l'autre l'est tellement qu'elle est considérée comme la première grande bataille qui a contribué à faire la Bretagne. Les Romains menés par Jules César conquièrent les territoires gaulois du côté de la Belgique et les légions se rabattent peu à peu vers l'ouest et donc vers la région armoricaine de la Gaule que César situe entre l'embouchure de la Seine jusqu'à l'embouchure de la Loire. César rencontre une première grande résistance armoricaine lors de cette conquête en -56 avant Jésus, une coalition de tribus locales comprenant notamment les Unelles du Cotentin, les Éburovis du pays d'Évreux et les Lexoviens du pays de Lisieux. Cette coalition armoricaine rencontre les troupes romaines de César, enfin de son lieutenant Titurius Sabinus, à Le Petit Ceylan dans la Manche. Les Romains n'en font qu'une bouchée et sortent vainqueurs de cet affrontement qui ne leur a pas coûté cher en énergie et en soldats. C'est la raison pour laquelle cette bataille n'est pas très connue. En revanche, quasiment au même moment, en -56, César raconte qu'il doit faire face à un peuple armoricain beaucoup plus féroce et puissant que les précédents. Il possède des armes et une force navale incroyable, avec des navires quasiment insubmersibles, taillés pour les mers déchaînées des côtes armoricaines. Ce qui n'est pas du tout le cas des galères romaines qui, elles, sont conçues pour les mers tranquilles de la Méditerranée. César parle des Vénètes, la tribu armoricaine du Morbihan. Cette tribu, en effet, possède un atout de poids, des navires aussi solides que des armures et aussi rapides que des oiseaux. Septembre, -56. Les navires romains dirigés par le chef militaire Brutus. Ah oui, alors, Brutus, c'est pas le Brutus qui assassinera César plus tard, hein. Il s'agira de Decimus Junius Brutus, alors que l'assassin de César, c'est Marcus Junius Brutus. Voilà, c'est pas pareil. Donc, j'en étais où, moi ? Ah oui, septembre -56. Les navires romains dirigés par le chef militaire Brutus mouillent sur les côtes de la presqu'île de Ruisse et se dirigent vers quelques 220 bateaux de combat gaulois. Les Vénètes, partis de la rivière d'Auray, ont pris le pari d'alléger leurs coques en n'embarquant aucune arme. La stratégie ? Foncer dans le tas. Avec la vitesse de leur embarcation faite en chaîne, solide comme de la pierre, les Armoricains espèrent gagner la bataille en faisant couler toute la flotte ennemie. Ils savent manier les cordages, diriger la voile et ils foncent droit sur les Romains qui leur font face. Les légions romaines ne peuvent rien faire. Les navires sont brisés, coulés et les Vénètes manœuvrent leurs bateaux avec tant d'aisance que les Romains prennent peur et commencent à fuir vers les côtes de la Loire pour se réfugier chez des alliés. Les Vénètes les poursuivent, le vent gonfle leurs voiles et ils foncent à toute allure et les rattrapent très facilement. Ils s'apprêtent à manœuvrer pour viser juste et les écrabouiller quand tout à coup, plus de vent, plus de vent. Ils sont immobilisés, ils ne peuvent plus rien faire. Les navires romains reviennent alors à la charge, coupent le cordage des navires vénètes et les sabordent.
La victoire est romaine et les Vénètes sont soit exécutés, soit faits esclaves selon leur rang social. Certains écrits précisent que la fuite de Brutus face à l'agression des Vénètes n'est pas une fuite en réalité, mais une ruse pour amener les navires vénètes dans un endroit où justement le vent ne souffle pas. Scientifiquement, on ne sait pas exactement où s'est déroulée la bataille, le combat en mer. On sait que les Pictons ont aidé les Romains. Collabo. On imagine que la bataille a eu lieu sur la côte atlantique, bien sûr, ça paraît logique, mais on n'en est pas sûr du tout et aucune épave n'a été retrouvée à cause des courants. La bataille de Rome sur les Vénèques et donc plus largement sur la région armoricaine est un coup d'éclat de la part de Jules César qui le hisse au rang de star à Rome. Et là, il commence à faire de l'ombre à son ennemi juré, Pompée. Il continue donc sa conquête des tribus gauloises jusqu'à un certain siège en -52 avant Jésus. Il s'agit de l'ultime combat qui finira de porter César jusqu'en haut de sa gloire, Alésia. Lors de cette ultime bataille des Gaulois contre les Romains, les écrits parlent d'une ultime coalition armoricaine qui se portera volontaire pour combattre auprès de Vercingétorix. Toutes les tribus locales sont nommées, sauf une, décimée 4 ans auparavant. Il s'agit de la tribu armoricaine sacrifiée des Vénètes. Les Gaulois sont vaincus et deviennent des Gallo-Romains. La Gaule chevelue est divisée en 3 régions, la Gaule belgique, la Gaule lyonnaise, appelée aussi la Gaule celtique, et la Gaule aquitaine. L'Armorique fait partie de la Gaule lyonnaise et sa capitale est Lyon, appelée Lugdunum, je ne sais pas. Les nobles armoricains, eux, sont très contents d'adopter la vie romaine et tous les avantages qui vont avec, la culture, les routes, l'architecture, les richesses, mais aussi la langue latine. Les paysans, eux, ils finissent par s'en foutre un peu, parce qu'ils sont très excentrés, très loin de leur capitale, de Lyon, et ils continuent de parler gaulois comme à leur habitude, et même ils continuent de vouer leur culte propre à leur dieu gaulois. Et les Romains, eux, ils ne brident pas les cultes locaux, ils s'en arrangent bien, ils s'en fichent un petit peu, ils ont pas que ça à faire, tant qu'ils n'insultent pas les dieux romains. Par contre, les druides, eux, sont évincés. Voilà, peu à peu, ils sont déchus de leur autorité spirituelle, scientifique, littéraire, philosophique. Voilà, on ne veut plus d'eux. Et on ne gardera que très peu d'informations sur eux. Et César, César, il rentre à Rome comme un héros, il est proconsul et il est nommé dictateur. Mais il va pas le rester longtemps parce que le pouvoir, les honneurs et la popularité, les sénateurs, ça ils aiment pas trop, ils aiment pas du tout même, et donc vont le faire assassiner. César ne montera jamais sur le trône impérial qu'il convoitait tant. Le premier empereur de Rome, donc, n'est pas César, il n'a pas eu le temps, c'est son successeur, Auguste. Le premier empereur de Rome est Auguste. Et ensuite, que se passe-t-il en Armorique? Eh bien, en Armorique, plus tard, il y aura d'autres invasions encore, dont celle des Francs, par exemple, mais aussi et surtout celle des Bretons, de la Bretagne insulaire, qui apportent avec eux une nouvelle mouvance religieuse, le christianisme. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le commentaire, le like, le partage, l'abonnement, ça permet ma visibilité sur YouTube, sur Facebook, et puis moi ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes, et en attendant je vous dis, Kenavo Arbechal!